À la une de l'actualité de cette mi-journée, accident mortel. La série continue. 2 personnes décédées dans un grave accident de la route survenu ce matin entre Ndangalmo et Bambey. Un véhicule particulier et une moto sont entrés en collision. Les 2 personnes qui étaient sur la moto sont décédées sur le coup. Un drame a survenu au lendemain d'un autre qui a coûté la vie à 5 personnes sur l'autoroute Ila-Touba. Manifestation des étudiants en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 4 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour régler la situation selon le directeur des bourses. Il annonce d'ailleurs que le paiement va démarrer dès ce lundi. Et puis, crise au Sahel, le journaliste et écrivain Moutban propose des pistes de solutions à travers son ouvrage intitulé « Insécurité au Sahel, sortir de la crise », publié hier vendredi. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, je le disais tantôt dans les titres, que 2 personnes ont perdu la vie dans un grave accident de la route ce matin, survenu donc entre Ndangalmo et à Bambey. Un véhicule particulier et une moto sont entrés en collision. Les 2 personnes qui étaient sur la moto sont décédées sur le coup. Le conducteur du véhicule a pris la fuite selon la radio Futur Média. Pour rappel, une autre collision mortelle a eu lieu sur l'autoroute Ila-Touba hier, provoquant un drame humain. Un 4x4 a enjambé les glissières de sécurité avant de percuter une Poseo 407 qui circulait en sens inverse. L'impact a été d'une violence extrême, causant la mort sur le coup de 5 personnes. Un autre élément, c'est dans les titres, toujours en bref, manifestation des étudiants en master à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 4 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour régler la situation. Selon le directeur des bourses, il annonce d'ailleurs que le paiement va démarrer dès ce lundi. Moustapha Tall est encore débouté par la Cour suprême dans le contentieux qui l'oppose à la SZBS après 2 jugements au tribunal de Dakar et à la Cour d'appel. L'opérateur économique a essuyé un nouveau revers ce jeudi 6 février 2025. Moustapha Tall accuse la banque d'abus et d'escroquerie pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. Je vous propose de l'écouter au micro de Matar Bari. Espérant que les juges de la Cour suprême, qui est l'instance suprême, doivent quand même être de grands juges et très expérimentés. En rappel des faits liés au contentieux que les juridictions jugent en notre défaveur. Le préjudice total, c'est 5,8 milliards. En effet, la rupture de confiance entre moi et la banque est le résultat de la gestion calamiteuse, d'abus et d'escroquerie inadaptée et nébuleuse, donnant naissance à une perception de banque de grands bandits au col blanc. La crise financière à laquelle nous faisons face se résume essentiellement à un manque de sérieux de ces banques face aux opérateurs économiques nationaux qui sont abusés, escroqués et diffamés. Nous ne demandons pas de faveur, nous demandons juste la justice, rien que la justice, pas de loi du plus fort sur le plus faible, mais la loi de la vérité sur le mensonge. Je marque ma désolation face à la décision de la Cour suprême, car elle n'est motivée d'aucun argument sincère ou juridique, mais constitue un refus d'un acte pour un citoyen qui en a le droit. Enfin, la mission première d'une banque est de préserver nos biens, de les assurer, de les mettre en sécurité, mais dans notre cas, dans la plupart, c'est la banque elle-même qui dérobe, comme dans les comptes d'Alibaba et de grands voleurs. Situé dans le département de Louga, Thiénaba Kadior fait face à de nombreuses difficultés, dont des routes impraticables qui rendent donc l'accès très difficile, mais également des problèmes de réseau pour la connectivité, des problèmes donc soulevés lors du CRD préparatoire de leur ziara annuelle. La communauté appelle d'ailleurs l'État à intégrer leurs cités religieuses dans les projets d'aménagement et de modernisation des foyers religieux. À une route qui relie Thiénaba Kadior à Kébémer, et cette route-là va même au-delà de Thiénaba Kadior. Mais en tout cas, moi je vous dis que j'ai eu beaucoup de coups de fil
mais je n'ai pas pu communiquer avec eux. Et vous verrez le jour du Gamou, les gens mettront les connexions, mais ça ne marchera pas. Donc voilà les deux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pour le reste, je sais que les membres du CDD, et particulièrement le préfet, le maire et le conseil départemental, se sont engagés à faire en sorte qu'en tout cas que ce Gamou se déroule dans de bonnes conditions. Ah oui, absolument. Ils doivent le faire parce que c'est un foyer religieux et l'un des premiers foyers religieux à s'installer au Sénégal. Et qu'ils sont toujours en train d'encadrer et de former de nombreux talibés. Parlons à présent d'un autre sujet qui fait l'actualité ces derniers temps au Sénégal. C'est la publication des médias conformes au code de la presse et l'absence du site d'information Dakaractu sur la liste a surpris son personnel. En cause, le site figurait bel et bien sur la liste provisoire publiée par la tutelle le 4 décembre 2024. Selon les premiers éléments recueillis sur place par une équipe de 7 TV, l'absence de Dakaractu pourrait être expliquée par un problème technique. La rédaction est presque déserte. Abasourdi par la nouvelle, la plupart des reporters ne se sont pas présentés au bureau ce matin. L'absence de Dakaractu sur la liste des médias en conformité au code de la presse méduse toute la boîte. Le temps leur semble figé en ce moment. Ce matin, certains sont là. Peut-être vous les avez vus en bas. On est en train de mettre les articles sur le site. Bon, mais pour l'instant, on n'est pas sur le terrain. On attend d'avoir des explications par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont tous dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question sur toutes les lèvres. Dakaractu figurait pourtant sur la liste provisoire des médias reconnus par l'État, une liste publiée le 4 décembre 2024. Ça a été une surprise pour tout le monde parce que Dakaractu, c'est plus de 10 ans de présence sur le paysage médiatique sénégalais. Donc, exclure Dakaractu comme ça, c'est des questions à se poser. Dans leur quête d'explication, la direction de Dakaractu a réussi à joindre le directeur de la communication. Un coup de fil qui fait apparaître une petite lueur d'espoir chez ces professionnels de l'information. Personnellement, j'ai essayé de contacter M. Abiboudia. Hier, je n'avais pas de réponse. Ce matin, M. Abiboudia m'a appelé pour me dire qu'il se peut que ça soit une erreur technique à leur niveau et que les services attachés à ça vont faire le nécessaire pour vérifier. Dans ce communiqué publié à chaud hier, la direction de Dakaractu, condamnant le retrait de l'organe de la liste des médias en règle, dénonçait avec véhémence, je cite, des manœuvres de certains pour museler des médias qui dérangent. Fin de citation. Dans la note, la direction a même exprimé son intention de fermer les bureaux de Dakaractu à Dakar et d'aller s'installer dans un autre pays. Dans l'expectative, ils attendent les explications de la tutelle qui promet de les revenir d'ici lundi prochain. Et la publication de la liste des médias continue donc de susciter un débat. Ngagne Fall, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, dénonce des incohérences. Selon lui, si le code de la presse était appliqué avec rigueur, les télévisions donc religieuses ne devraient pas figurer sur cette liste. Plus de détails avec Moussa Mané. Des confusions et des incohérences notées sur la publication de la liste des médias conformes au code de la presse, l'analyse est de l'enseignant-chercheur en sciences de l'information Ngagne Fall. Selon lui, cette classification semble ignorer la spécificité de chaque média et rend difficile le travail de reconnaissance et de régulation. Au niveau, par exemple, du code de la presse, l'article 144 est très clair. Au Sénégal, on ne peut pas attribuer des licences à des chaînes de télévision à connotation religieuse et ethnique. Je pense que cet article-là, tout le monde donc, peut le vérifier. Et sur la liste, on a vu quand même qu'il y a 7 chaînes
donc religieuse et une chaîne à connotation ethnique. Donc ça pose problème. Déjà, il y a un problème de méthodologie. Certains articles du Code de la presse n'ont pas été respectés, révèle-t-il. Concernant la presse en ligne, la démarche pose problème. C'est facile de donner 3 noms de journalistes. C'est facile de donner le nom d'un rédacteur en chef qui a 10 ans d'expérience. Mais est-ce que ces gens-là, du point de vue formel, contribuent effectivement à l'émergence donc, de ces sites-là? Il y a des points d'interrogation et on peut se poser des questions. Donc pour moi, la meilleure formule, c'est de voir est-ce que ces sites-là respectent les principes et les recommandations du journalisme. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de les analyser. Il ajoute qu'un travail de fond aurait permis de faire la différence entre les types de télévision. Et ça donne l'impression qu'on a quand même une seule forme de télévision au Sénégal. Alors que la télévision appartient au modèle de Flow. Et tout le monde sait que le modèle de Flow a des spécificités. La publication de la liste des médias était très attendue des acteurs de la presse, une volonté manifeste d'assainir le secteur des médias au Sénégal. Moussa Mané, autre chose également dans ce journal, l'axe Thiaroye Grand Mbao est devenu un véritable danger pour les piétons, autrefois protégés par des passerelles. Les passants doivent aujourd'hui traverser une route à grande circulation au péril de leur vie. Dernier drame en date, un élève violemment heurté par une voiture près du cinéma Thiaroye alors qu'il tentait de traverser. Face à cette situation alarmante, les riverains interpellent la réhabilitation urgente de ces infrastructures. Traverser d'un sens à un autre devient un risque énorme pour les piétons. Il n'existe plus de passerelle sur l'axe Thiaroye jusqu'à Grand Mbao. Tout est démonté. C'est un risque énorme pour les piétons. Traverser la route, tout simplement, il n'y a pas de passerelle et c'est un danger permanent et c'est un problème. Le danger est toujours là. Un élève a été heurté violemment par une voiture en essayant de joindre l'autre bout de la route, nous raconte cette femme. Nous courons des risques tous les jours en traversant la route. Récemment, un élève qui partait à l'école a été violemment heurté par une voiture et l'irréparable s'est produit sur le coup. Il faut que l'État nous vienne en aide. Pour mettre à l'abri les piétons, ces derniers exigent la reconstruction des passerelles. À défaut, les passerelles, c'est bon si c'est possible. Exactement, il faut qu'on le répare encore. S'il y avait une autre manière de le faire, on le fait ça. Mais si on le réparait, pour moi c'est encore beaucoup plus important. Nabou, handicapé physique, invite l'État à choisir des passerelles inclusives. La destruction des passerelles sur l'axe Thiaroye jusqu'à Grand Mbao provoque des risques d'accident de la route. Des piétons demandent à l'État de refaire ses infrastructures de sécurité pour éviter le danger sur la circulation. La Ligue régionale de Dakar de boxe anglaise a plutôt installé officiellement son nouveau président lors de l'Assemblée générale tenue hier vendredi. Mounirou Amadou Mouminili en prend ainsi la présidence, mais l'élection s'est déroulée dans un climat tendu et c'était en présence de notre reporter Mamadou Kanté. Après plusieurs semaines à polémique, la Ligue de Dakar de boxe anglaise a finalement tenu son assemblée générale et élu son nouveau président en la personne de Malik Ly. Avec l'appui du bureau et l'appui de la fédération de la boxe anglaise, ça ira. On va chercher des partenaires partout, quoi. Prévu initialement pour le 27 décembre dernier, la séance a été suspendue à cause de désaccords qui ont ressurgi et mené à l'intervention des forces de l'ordre pour que l'Assemblée générale puisse se tenir. Sur une quarantaine de clubs, seuls 26 étaient présents lors de l'Assemblée générale. Il fallait
déposer au compte de la Fédération sénégalaise de boxe une somme de 15 000 francs pour l'affiliation ou bien une somme de 20 000 francs pour un nouveau club. Dans ces conditions, il fallait présenter un récépissé d'association en nature avec la boxe. Il fallait présenter des licences, il fallait présenter un siège. Donc, tous ces critères-là, à la loupe, quand on a examiné, tous ces clubs qui se sont déclarés sur le tard, qui n'ont pas respecté les délais, certains ont présenté des récépissés de navétane, d'autres d'ASC de football, d'autres d'écuries de lutte. Après l'installation des autres ligues régionales du pays, celle de Dakar est désormais installée. Mais le nouveau bureau prend fonction avec contestation et division. Le nouveau président élu en est bien conscient. Mais dans le sport, il y a toujours des contestations. Voilà, nous, on est là pour fédérer, on va aller parler, on va discuter avec lui, ils vont revenir et on va travailler. Joint au téléphone, ceux-là qui estiment avoir été écartés injustement de ces joutes comptent aller déposer un recours au ministère des Sports pour contester les résultats de cette Assemblée générale. Et puis parlons à présent de la crise au Sahel. Journaliste, directeur de publication de Dakar Time, Mamadou Moutban n'en est pas moins un écrivain prolifique. En effet, après avoir produit 3 ouvrages sur les problématiques de sécurité au Sahel, il a présenté hier vendredi un 4e sur le même thème intitulé Insécurité au Sahel, sortir de la crise, un ouvrage qui offre une réflexion profonde sur les voies et moyens de sortir de cette crise. C'est un petit ouvrage d'à peine 200 pages, mais qui est lourdement chargé en analyse et en stratégie pour juguler l'insécurité dans la sous-région du Sahel. Une insécurité qui est devenue trop évidente. Et c'est comme si le Sahel, le seul mot Sahel, réunit toutes les calamités du monde. Selon l'auteur, une bonne partie de la solution réside dans la capacité des États à relever les défis économiques, notamment ceux de l'emploi des jeunes. Le premier pas à poser pour éradiquer la menace, c'était de mettre en place des politiques de développement sectorielles, essayer d'encourager les jeunes à tourner le dos à ces groupes criminels. Les groupes criminels recrutent les jeunes de 25 à 30 ans. Donc si les États qui sont menacés par le terrorisme arrivent à trouver de l'emploi pour ces jeunes-là, je pense qu'ils pourront isoler les groupes terroristes. À côté de ces mesures économiques, il faudra s'appuyer sur des institutions sous-régionales, de l'avis d'Ismaïla Madior Fall, préfacier du livre. C'est la CEDEAO qui, bon an, mal an, qui, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses insuffisances, est susceptible, pas seulement dans le cadre de sa force d'attente, mais dans toute son armature institutionnelle, attaquer le problème, mutualiser les efforts des États et formuler les réponses les plus appropriées. Après 3 ouvrages, tous autour de la situation de l'insécurité dans laquelle se trouvent les pays du Sahel à cause de la montée du terrorisme, Mamadou Moutban propose ainsi des pistes de sortie de crise en mettant un accent particulier sur des solutions endogènes. Et puis Ousmane Ba, des réflexions ont lieu ce samedi pour sortir d'une autre crise qui cette fois-ci se passe en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, précisément au Goma. Les chefs d'État des pays de l'EAC et de la SADC doivent donc se rencontrer ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient mené des médiations parallèles. William Poutou, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé donc la participation de ses homologues congolais et rwandais. Et puis Israël et le Hamas doivent procéder ce samedi 8 février 2025 au 5e échange d'otages contre des détenus palestiniens dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Il est attendu donc la libération de 3 Israéliens et 283 Palestiniens. Nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse.
Les quotidiens de ce samedi abordent divers sujets se rapportant au gel de l'aide américaine et la division de l'opposition sénégalaise. Sud Quotidien parle de menaces sur le processus de paix à Ziguinchor suite à la décision des nouvelles autorités américaines de geler les activités de l'USAID. Ex-combattants, les populations déplacées et autres acteurs brutalement sevrés de l'intervention américaine en Casamance s'inquiètent et sont préoccupés par la capacité de l'État du Sénégal à prendre le relais de cet accompagnement dont ils étaient des bénéficiaires selon le journal. Pour Sud Quotidien, il reste à savoir si le plan Diomaye pour la Casamance peut être une réponse nationale ambitieuse pour combler le vide laissé par le gel de l'aide américaine. Suspension de l'USAID, la société civile dans un brouillard affiche à la une Walf Quotidien. Un lendemain sombre guette les organisations de la société civile à cause du gel des activités de l'USAID. Beaucoup d'entre elles risquent de disparaître à cause de leur dépendance vis-à-vis des fonds américains si Trump décide de sa suppression, écrit Walf Quotidien. Selon l'Observateur, l'arrêt des projets plonge les populations dans le désarroi et la détresse. La suspension pour 90 jours de l'aide internationale décidée par le président des États-Unis Donald Trump est un véritable coup de massue. Au Sénégal, dans certaines régions, l'arrêt des projets porte un sacré coup à leur épanouissement, écrit l'Obs. En politique, enquête note qu'au Sénégal, le parti Pastef, porté par la popularité de Sonko et Diomaye, semble naviguer sans opposition significative depuis son arrivée au pouvoir, malgré quelques critiques isolées. L'opposition, minée par des divisions internes et des querelles d'ego, peine à se constituer en un contrepoids crédible. Malgré la récente formation du Front pour la défense de la démocratie conduite par Khalifa Sall, elle peine à se réinventer et à proposer une alternance cohérente face à un régime Pastef en pleine ascension. Mais s'il y a un opposant qui se fait entendre, il s'agit de Thierno Alassane Sall. Dans le journal Le Quotidien, le président du Parti de la République des Valeurs s'en prend à la gestion du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'un live sur Facebook. TAS qualifie l'attelage du leader du parti Pastef de gouvernement sans solution. Dans le journal Le Quotidien, on peut lire que Thierno Alassane Sall les invite à laisser la place aux combattants s'ils sont incapables de diriger ce pays, écrit Le Quotidien. Les journaux sont revenus aussi sur le drame des accidents. La série macabre reprend, écrit Le Quotidien. Environ une trentaine de morts ces 10 derniers jours, relate le journal. L'indiscipline, la principale cause des accidents. Le Quotidien, par ailleurs, s'interroge sur les mesures prises par les nouvelles autorités. La Tribune parle encore de 7 morts sur la route en 24 heures. En effet, il s'agit d'un accident survenu hier sur l'autoroute Ila Touba. Un 4x4 franchit le terre-plein et tue 5 personnes. À Ndoulo aussi, un car Ndiaga Ndiaye se renverse et fait 2 morts. Tribune met aussi en avant le facteur humain qui est l'autre cause du drame routier. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Sur la TNT, cette TV est au canal 10.